Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches. Ouais les gars, affaire du décès du colonel de Fiofio Kokou et l'arrestation du prophète David Aimé devient autre chose en Côte d'Ivoire. Donc les gars, sans plaisir, je vous laisse regarder la vidéo pour vous. Soyez bénis. Aujourd'hui, je vais faire un commentaire sur l'enlèvement brutal d'un homme de Dieu, le pasteur David Jérémie, qui a été brutalement kidnappé, enlevé dans la nuit du 10 par le régime Alassane Ouattara. Mais d'abord, je veux glorifier le nom de l'Éternel, lui dire merci pour sa protection divine et pour son amour, pour son Saint-Esprit qui nous accompagne tous les jours. Vous savez, j'ai une amie aux États-Unis, ivoirienne d'origine et naturalisée américaine, qui m'a plusieurs fois dit depuis les années 2020, 2018, mon cher David, il faut quitter dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Il faut quitter dans ce pays où tout espoir est perdu. Les gens sont déçus vraiment. Hein? Il faut quitter dans ce pays sans loi. Il faut quitter dans ce pays perdu. Mais aidez-moi à répondre à cette question. Est-ce que un homme de Dieu qui connaît la différence entre le bien et le mal peut-il fermer les yeux sur les injustices sociales en Côte d'Ivoire? Est-ce que un homme politique, président de parti, peut-il ignorer les injustices sociales, les inégalités, les enlèvements, les assassinats, les corruptions, les détournements? Peut-il ignorer tout ça et puis vivre paisiblement aux États-Unis? Est-ce que quelqu'un qui a été élevé dans une maison de droit peut fermer les yeux sur la violation continue, répétée, régulière de la Constitution? Et je vais expliquer quelque chose aux Ivoiriens. D'abord, depuis quand j'ai fait ma première apparition politique, c'était en 2018, où j'ai fait une interview de 4 pages, qui a couvert 4 pages de l'Inter, non seulement pour présenter ma vision de la nouvelle Côte d'Ivoire, mais pour prévenir les Ivoiriens de ce qui allait se passer les années d'après, s'il n'y avait pas de changement en Côte d'Ivoire. Dans la même interview, dans la même déclaration, je déclarais que 3 personnes devaient se retirer de la politique ivoirienne. En l'occurrence, M. Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo et M. Arikona Bédié, paix à son âme. Je disais que si ces 3 ne se retirent pas de la politique, il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Et j'ai prévenu aussi que ce qui allait venir allait partir de mal en pis. Et c'est à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et ce que je vais expliquer aux Ivoiriens qu'ils savent sans doute. Et vous savez, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, un pays il est dirigé non seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur. Et si par malchance, vous avez un leader qui n'est pas votre fils, un leader qui n'a pas l'amour du peuple, vous êtes vendu. Et c'est le cas en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, grâce aux immenses fortunes de la Côte d'Ivoire, dont les Ivoiriens ne profitent pas, c'est vrai, a réussi à se faire des relations solides dans les organisations internationales, avec le pétrole, avec l'or, avec le diamant, avec le fer, avec tout ce que nous avons. Et quand
il y a les guerres civiles, bien quand il y a les troubles, bien quand il y a les problèmes dans un pays, la population peut se soulever pour mettre fin aux tortures, à la dictature. Mais quand le leader a le soutien de l'Occident, bien des organisations internationales dont il a fermé la bouche avec l'argent et le pétrole, il s'en fout des soulèvements du peuple, il vous mate, il tue, il enlève, il assassine, et puis ça ne va pas quelque part. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en tout cas pour le moment, si le peuple ne réagit pas, c'est encourager la dictature et toutes les forfaitures. Mais malheureusement aussi, le peuple ne peut pas réagir parce que vous avez les encagoulés, on enlève les gens nuitamment et ça ne va pas quelque part. Donc la Côte d'Ivoire, son sort, comme le disent certains, c'est Dieu qui va la sortir de là. Ça, c'est vrai. Et je vais revenir sur l'enlèvement qui a été fait dans la nuit du 10 du prophète, du pasteur David Jérémie. Nous n'allons pas nous taire. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Merci beaucoup. C'est inacceptable. Et chaque fois que le régime pose ce genre d'action, même si les élections sont passées, qu'ils pensent que nos actions ne peuvent pas l'effrayer, bien changer le cours de son mandat. Mais nous allons mettre cela dans les records de la violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire qui continue. Et le moment va arriver où les organisations internationales vont dire trop, c'est trop. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas que les Ivoiriens se découragent. Merci. Non. Mon message n'est pas pour vous décourager. Mais vous rappelez l'importance de continuer à se battre. L'importance de continuer à soumettre aux organisations internationales les violations dont vous êtes victime. Et ce n'est pas le travail d'une seule personne. Nous avons suivi à la télévision, en plein culte, des corps habillés sont allés arrêter l'homme de Dieu sur le podium. Ça n'a jamais été vu nulle part. Pourtant, vous savez où il habite, vous savez où il travaille. Mais pendant le service, ça dit, vous voulez l'humilier, vous avez voulu l'humilier. Et non seulement vous avez voulu l'humilier, vous avez voulu humilier tous les chrétiens. C'est ce que ça veut dire au fait. Est-ce que vous pouvez faire ça à une autre religion? Par exemple, la religion musulmane. Vous allez partir dans la mosquée, pendant que l'imam est en train de prêter, vous allez l'arrêter. On a vu ça nulle part ailleurs. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous envoyez des brigands que vous appelez des bandits, que vous appelez des représentants des forces de l'ordre, vous cassez les fenêtres. Les forces de l'ordre d'abord s'annoncent avec un mandat d'arrêt. Et puis quand vous venez, vous tapez la porte, police. Mais des gens vont chez lui, commencent par casser la porte, casser la fenêtre, casser les tables, casser la télévision. On a tout vu, le monde entier a tout vu. Et puis vous l'arrêtez, vous le brutez, vous l'arrêtez. Mais s'il avait sorti un fusil pour se défendre, vous ne vous êtes pas annoncé. Vous avez dit qu'il a tiré sur les forces de l'ordre. Mais c'est du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Ce régime répondra un jour de ses crimes. Tôt ou tard, ce régime répondra un jour de ses crimes. Parce que, et c'est sur ça que je vais terminer. Le régime ne peut pas se cacher derrière le fait, pour dire que, derrière le fait que ce sont les forces de l'ordre qui ont enlevé l'homme de Dieu. Mais nous savons qu'en Côte d'Ivoire, rien ne se passe sans que le dictateur ne soit au courant. Rien ne se passe sans son autorisation. Dans tous les pays, rien ne se passe sans que le chef d'État ne soit au courant. Surtout un petit pays comme la Côte d'Ivoire, où Ouattara a mis les caméras partout. Rien ne peut se passer sans l'autorisation de M. Ouattara. C'est pour ça que j'ai dit l'enlèvement du pasteur David Jérémie, c'est Alassane Ouattara. Rien ne peut se passer sans son autorisation. Mais vous voulez l'arrêter. Pourquoi nuitamment? Question. Pourquoi nuitamment?
Il a fui. C'est un terroriste. Vous voulez l'arrêter. Pourquoi ne pas lui envoyer un mandat d'arrêt? Vous voulez l'arrêter. Pourquoi casser les portes? Pourquoi casser les fenêtres? Pourquoi casser les tables? Pourquoi casser la télévision? Vous avez tout ça caché dans sa maison. Mais quel est son crime? Question. Donc, vous jugez les gens. Vous violentez les gens. Vous brutalisez les gens. Maintenant, après, vous allez envoyer les chefs d'accusation. Tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes doivent être concernés par ce qui se passe, par ce qui s'est passé contre le pasteur David Jérémie. Si vous ne vous sentez pas concerné, votre tour va arriver. Parce que le révérend docteur Martin Luther King a dit, l'injustice chez ton voisin, c'est une injustice qui arrivera chez toi aussi. Mes amis, vous venez d'écouter la vidéo de ce pasteur depuis les États-Unis, qui lui a fait mieux que ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est plutôt Makosso qui, lui, s'est réjoui du malheur de son collègue. Alors que le collègue a au moins une église. Il a un endroit où il dort, où il prêche, où on peut le trouver à tout moment. Il a été arrêté dans son église plusieurs fois, relâché, bastonné, relâché. Si vous avez besoin de ce monsieur-là, David comme on l'appelle, vous vous rendez chez lui. Si vous ne le trouvez pas chez lui, mais vous rentrez dans son église. De toute façon, vous savez où le trouver. Ce n'est pas quelqu'un qui est en fuite. Ce n'est pas quelqu'un que la première fois vous l'avez arrêté, il est parti, il n'est plus revenu. Non, il est toujours là et il dit ce qu'il pense. Il dit selon ses vécus et selon ses ressentis. Donc, juste ce que vous avez fait là, c'est vouloir empêcher les Ivoiriens de parler, de réfléchir et de dire ce qu'ils ont envie ou ce qu'ils veulent dire. Et c'est un message très fort lancé à tous les autres hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Si vous devez ou si vous voulez prêcher, désormais, regardez comment on a fait à l'autre. Parce que le monsieur n'est pas caché. Si vous connaissez chez lui, vous connaissez son église, c'est tellement facile de lui envoyer une convocation. C'est tellement facile de venir dans la journée. C'est tellement facile que le monde entier sache qu'il a commis des actes irréversibles. Et voilà pourquoi vous l'avez arrêté. C'est tellement facile. Mais nous, on sait que ce n'est pas parce que vous voulez l'arrêter. Ce que vous voulez faire, c'est juste l'humilier. Et c'est un message pour envoyer à tous ceux qui se disent hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Si vous voulez prêcher désormais, si jamais vous avez une opinion, si jamais vous recevez des options d'après vous, et que vous voulez dire ce que vous a été transmis, vous ne pourrez plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est la peur dans le cœur des Ivoiriens, c'est la peur dans le cœur des hommes de Dieu, c'est la peur en général qu'ils sont en train de s'aimer dans la population ivoirienne. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des gens pour résister. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois les gens me disent « Arrête, ils vont t'arrêter, il faut arrêter, ils vont t'arrêter. » Mais si on arrête, comme le pasteur vient de le dire, qui veut le faire? Si nous abandonnons le combat maintenant, parce que ce combat, ce n'est ni avec les armes, ce n'est ni avec les lance-pierres, c'est juste avec la parole. Dénoncer ce qui est mauvais dans nos pays, dénoncer la forfaiture, dénoncer la dictature, dénoncer tout ce qui rend misérable le peuple ivoirien. Si nous ne pouvons plus dénoncer de peur de se faire arrêter, mais ce pays-là, ils vont faire de ça ce qu'ils veulent. Parce que tant qu'on va continuer à résister, ils vont réfléchir avant de faire. Ils vont le faire, tout en sachant que ils ne seront jamais accusés ou punis. Parce qu'à Kossangi, les gens qui ont déjà plus de 8 personnes n'ont pas été arrêtés. Parce que nous avons fait la communication sur ça. Ils ont fait sortir un poste pour dire qu'ils ont arrêté les gens. Mais nous voyons comment vous avez arrêté le pasteur David. Nous voyons comment vous l'avez arrêté. Donc si vous pouvez arrêter les gens comme ça, c'est que ceux qui ont déjà nos parents à Kossangi, vous aurez dû les arrêter. Parce que cette histoire a déjà fait plus d'une semaine. Mais hélas,
ils sont forts, ils se musclent s'il est faible. Mais les faibles ne seront pas éternellement faibles. Il arrivera un jour que les données vont changer. Mais vous allez finir par nous payer tout ce mal que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas de l'amusement, c'est une réalité. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure. Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches. Je dois vous le dire. Et monsieur Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. Hein, j'étais encore sous le charme, vous comprenez. Hein, mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici, et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Monsieur Ouattara a signé des deals politiques aussi bien, non pas seulement avec moi. À l'époque, il a signé un deal politique avec Laurent Gbagbo lui-même. Il a signé un deal politique avec Bédié. On est d'accord. Bédié aussi s'est laissé flouer, non? Alors, donc, si vous me reprochez à moi d'avoir été berné, bon, je ne suis pas le seul. Il en a berné bien plus intelligent et bien plus avisé que moi. Expérimenté, Bédié a quand même été président de la République. Et Bédié se plaint d'avoir été abusé et floué. Donc, je dis bien en 2006, c'est pas en 2010, M. Ouattara, donc, a fait ce deal avec moi. M. Compaoré est vivant, vous pourrez lui poser la question si c'est vrai ou si c'est faux. Maintenant, quand j'ai été nommé Premier ministre en 2007, M. Pascal, retenez-le, en ma qualité de Premier ministre, j'ai assuré l'impartialité du processus. Vous venez d'écouter notre frère Sorodio, un Ivoirien de souche, qui a trahi la nation ivoirienne. Cette vidéo-là, je la fais passer pour nos parents du Burkina Faso. Soyez salués. Nos parents de l'AIS en général, soyez tous salués. Mais ce n'est pas au pays que je passe le message, mais c'est plutôt aux ressortissants de ces pays-là qui rentraient dans la machine de la déstabilisation pour aller détruire ou déstabiliser votre pays. Parce que vous devez comprendre, ce monsieur-là, il n'y avait pas plus arrogant que lui quand Ouattara était à l'opposition. Ce monsieur-là, les Occidentaux l'ont approché, ils lui ont donné les tapis rouges qu'il fallait. Il était président de l'Assemblée nationale, on lui déroulait les tapis rouges en France. C'est-à-dire que ce monsieur-là, les Européens l'avaient mis tellement haut qu'il a pensé qu'il n'allait pas le lâcher. Donc, c'est que vous êtes dedans aujourd'hui là. Réfléchissez bien. Peut-être vous en voulez au pouvoir en place parce qu'ils ont fermé vos différents robinets, mais vous n'êtes pas les seuls dans le pays. Si vous avez déjà mangé, vous avez la chance d'avoir des usines, des sociétés au Burkina. Vous avez déjà l'argent. Si vous décidez de travailler avec le gouvernement actuel en place, je vous assure que vous serez tous multimilliardaires. Vous êtes déjà milliardaires, vous. Il suffit seulement d'avoir la bonne volonté de travailler avec le gouvernement en place et vous serez encore plus riche qu'hier. Mais si vous voulez occuper les mêmes postes que vous occupez hier,
Cela ne sera plus possible. Et cela ne va pas être possible. Parce qu'avec le boulot que font ces dirigeants qui sont là, vous ne pourrez jamais convaincre cette population-là de vous suivre. Donc, je vous ai pris l'exemple de Soro Guillaume. Soro Guillaume était l'homme le plus impoli de la Côte d'Ivoire. Quand il dit impoli, là, c'est impoli. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas le président Laurent Gbagbo, qui lui était président de la République. Et quand le président Laurent Gbagbo n'était plus président, il ne respecte plus la population ivoirienne. Parce que pour lui, là, il était là. Et pourquoi il était là? Il était là parce que les Français lui avaient donné tellement d'opportunités. Comment tu pouvais être père d'une rébellion? Tu t'es autoproclamé père d'une rébellion. Et toi, là, on te déroulait les tapis rouges en France, un pays censé être démocratique, censé respecter le droit de l'homme, censé se battre pour la démocratie, l'équité, la justice. Un pays où on respecte la justice et les lois de l'État. Mais eux, ils déroulaient le tapis rouge pour Soro Guillaume, qui lui était un chef de guerre, qui n'avait pas fini ses études, qui lui a occupé des postes de haut cadre, alors qu'il n'a jamais été fonctionnaire nulle part. Il a occupé des postes de responsabilité tels qu'étant ministre et après premier ministre. On ne peut pas nommer quelqu'un ministre, premier ministre, une personne qui n'a jamais travaillé de sa vie, jamais. Nulle part ça s'est fait. Quand on nomme ministre, c'est parce qu'on se dit que dans tel domaine-là, ton expertise peut apporter à ce peuple-là. Et comme le président Laurent Gbagbo n'avait pas le choix, parce que les armes et le pays divisé par la France, il était obligé d'accepter que ces gens-là rentrent dans le gouvernement. Mais quand Ouattara est quelqu'un qui ne tient pas parole, il n'a pas de dignité. C'est un malhonnête né. Quelqu'un qui a toujours fait du mal à tous ceux qui lui ont fait du mal, qui lui ont fait du bien. C'est une personne méprisante. Et elle est méprisée par les Ivoiriens. Il n'a tellement pas de valeur dans le cœur des Ivoiriens, c'est qu'il est obligé de payer les Ivoiriens pour que ces Ivoiriens-là participent à toute chose que lui, là, il va être là-bas. C'est-à-dire que s'il doit venir à Yopougon pour une fête nationale, qui est censée être une fête nationale, il paye. On dit qu'il y a 12 maquis, boissons et cadeaux. Il paye la conscience pour que les gens viennent participer. On ne peut pas être président, avoir été élu à 94%. C'est-à-dire que toi, là, tu n'as même pas besoin de dire boissons et cadeaux pour que les gens viennent. Ta présence seulement là, fait venir toute la Côte d'Ivoire. Mais tu te déplaces, si tu ne payes pas, personne ne vient. Regardez au stade, en Mbempe. Sur 2 jours, les gens ont reçu 10 000, 2 000, 5 000 pour remplir le stade. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé des milliards pour simplement lui permettre de faire un meeting sur 2 jours. Parce que quand il voyait le président Laurent Gbagbo faire 2 jours d'affilée, il fallait qu'il se compare. Mais le président Laurent Gbagbo ne payait pas de boîte de sardines pour qui que ce soit, ni du pain. Les gens venaient, ils payaient leur transport, ils payaient leur nourriture, ils payaient leur eau, ils payaient leur dortoir. Donc, vous voyez la différence. Soro Guillaume a échoué. Mais il a traîné la Côte d'Ivoire dans la boue. À cause de lui, aujourd'hui, les Ivoiriens sont vraiment dans la misère totale. Les Ivoiriens sont dans une souffrance qui ne dit pas son nom. Les gens me diront, oui, il s'est excusé. Mais le même Soro, il ne s'est pas excusé. Il a dit si c'était à refaire, il allait refaire. Et qu'il ne regrettait rien. Si quelqu'un ne regrette rien, c'est qu'il ne s'est pas excusé. Parce qu'on ne peut pas avoir rempli des puits avec le corps des parents des gens. Et puis venir dire qu'on ne regrette pas. On ne peut pas avoir laissé des gendarmes à boiter sous le soleil dans un conteneur et puis venir dire que non. On ne peut pas avoir pris le Kungro d'un mort, le faire comme un mouton de Tabaski à Korogo et puis dire qu'on ne regrette pas. Non, c'est un mépris, c'est une foutaise. C'est-à-dire que le gendarme qui est resté ce jour-là, il a des enfants. Et leurs enfants, regarde quand Soro Guillaume dit que si c'était à refaire, il allait refaire. Ceux qu'ils ont pris leur corps pour remplir les puits à Douekoué et j'en passe. Les enfants sont là et ils te regardent. Et quand ils disent tu ne regrettes pas, c'est-à-dire que tu ne t'excuses pas, tu craches même sur le corps de leurs parents.
Voilà pourquoi nous autres, on ne va jamais pardonner ni à Soro, ni à Draman Ouattara. On s'en fout de ce que vous pouvez dire. On s'en fout de ce que vous allez penser. Non, lui, il ne pardonne pas, c'est un gars, il est radical. Je ne suis pas gars, je suis ivoirien de souche. D'abord, étant ivoirien, ayant vécu toutes ces situations-là, je ne peux pas pardonner à ces gens-là qui ont fait du tort à la Côte d'Ivoire. Et qui, au lieu de s'excuser, sincèrement, ils préféraient narguer les Ivoiriens. Mais l'exil, là, tu vas déjà là-bas. Toi seulement, tu vas déjà là-bas. Wallah. Tu vas déjà là-bas. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Oh, chers frères et sœurs ivoiriens, je fais cette vidéo pour crier mon ras-le-bol. Je viens de voir ce matin les vidéos de l'arrestation d'un citoyen ivoirien. Un pasteur ivoirien, à la personne du pasteur Jérémy. Je viens de voir les vidéos de son arrestation hier, lundi 10 août 2026. Et là, je suis indigné. Ah oui, je suis indigné et je crie mon indignation. Indigné au plus profond de mon âme. Parce que la Côte d'Ivoire est un état de droit. C'est pas maintenant, hein? Et les arrestations sont encadrées par la constitution ivoirienne. Aller arrêter un citoyen de cette façon, non, je m'indigne. Parce que là, c'est tous les Ivoiriens qui sont menacés, qui sont en danger. Oui. Que faisons-nous de la présomption d'innocence? Saccager les biens d'autrui, aller chez lui, devant sa famille, et l'arrêter de cette façon. C'est vrai. On peut ne pas être d'accord avec les propos tenus par le pasteur. Ça n'engage que lui seul. Mais la façon de son arrestation, là, non, non, non. Là, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. L'injustice, on ne peut pas accepter l'injustice en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Il faudrait que les choses fonctionnent normalement. Parce qu'on ne peut pas laisser passer les choses comme ça. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, demain, ça peut arriver à tout le monde. Et si on ne dit rien aujourd'hui, demain, on aura nos yeux pour pleurer. Qu'est-ce qu'on veut faire aux Ivoiriens? On veut nous effrayer? On veut nous effrayer? On veut terroriser les Ivoiriens? On laisse le droit de côté? Et on agit comment? On agit en dehors du droit? Dans un état de droit? Non, je suis contre. Je suis contre. Il faut que ça l'arrête. Il faut que ces pratiques-là prennent fin. Parce que nous sommes dans un état de droit et la Côte d'Ivoire est encadrée, la Côte d'Ivoire est dirigée. Toute arrestation doit respecter le droit, doit respecter la constitution ivoirienne. Je m'indigne contre ce fait. Et je m'indigne contre ce fait. Au plus haut niveau, au plus haut degré, je m'indigne contre cette façon de faire. Je le dis, je peux ne pas être d'accord avec les propos tenus par l'Ivoirien, par le pasteur, mais je ne suis pas d'accord avec cette façon d'agir, avec cette façon de l'arrêter. Parce que la présomption d'innocence existe. On peut aller l'arrêter tranquillement et aller avec lui, l'interroger. S'il est coupable, le condamner. Mais aller chez lui, saccager ses biens, menacer, détruire tous ses biens devant sa famille, devant ses enfants, non, non. Ça, si on ne dit rien, c'est tous les Ivoiriens qui sont menacés. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce fait. Je ne suis pas d'accord, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Quel que soit ce qui va m'arriver, je préfère le dire. Je ne peux pas accepter l'injustice. Ça, c'est pas possible. Merci. Les amis, vous avez écouté la vidéo de ce monsieur-là. Et il dit, quel que soit ce qui va m'arriver, je vais toujours m'indigner. Voilà. Parce que c'est très important. J'ai toujours dit ici, si nous ne dénonçons pas et que nous restons dans la peur, à dire que je ne suis pas politicien. Aujourd'hui, il y a certains qui n'étaient pas politiciens hier, aujourd'hui, qui sont en prison, tels que Loïc, l'Afro-Russe. Il est en prison, il n'était pas politicien. Ce n'est pas une question de politique ou pas. C'est simplement une question de justice. Quand il y a l'injustice, politicien ou pas, si nous tous, nous ne nous indignons pas, nous ne nous insurgeons pas, si nous ne nous arrêtons pas comme un seul homme pour combattre cette injustice-là, au fur et à mesure, ça va nous prendre un à un. Excusez. Le président Laurent Gbagbo nous disait que l'injustice, quelle que soit sa forme, nous devons la combattre. Celui qui dit que ah, ça ne me regarde pas, ça c'est le problème, ça finira par venir vers lui.
Gbagbo Laurent nous avait dit dans un discours comment les colons ont vaincu l'Afrique. Quand ils attaquaient un village X, ils envoyaient des porte-paroles dans le village Y et ils leur disaient, ça ne vous concerne pas, c'est seulement ce village-là, ils n'ont pas de respect pour nous, voilà pourquoi on les attaque. Et le village Y disait, ok, comme ça ne nous concerne pas, c'est pas grave. Quand ils finissent de soumettre le village A, ils attaquent le village Y qui lui disait qu'il n'était pas responsable et que ça ne le concernait pas. Mais comme ils ont regardé le village A s'est fait détruire, mais les gens du village A ne viendront pas les aider quand les colons vont venir les attaquer. Et c'est comme ça. Au fur et à mesure qu'ils ont commencé, ils ont conquéri tous nos différents pays. Ces pays qui résistaient, pour ne pas dire ces villes qui résistaient, ces peuples qui résistaient, eux là, ils trouvaient des accords avec eux. Et après, ils passaient derrière ces accords-là et ils les soumettaient. Parce qu'ils avaient déjà infiltré un peu de partout. Aujourd'hui, là, c'est ça nous vivons. Je dis encore à tous mes frères et sœurs, vous qui ne dites rien, vous qui ne dénoncez pas, vous qui ne prenez pas position, vous qui regardez et qui disiez, c'est bien fait pour lui parce qu'il parle trop. Est-ce que parler là, c'est un crime? Est-ce que dénoncer là, c'est quelque chose de mauvais? Est-ce que dire ce qui est vrai fait de toi directement l'ennemi de l'État? Est-ce que rentrer chez quelqu'un, l'arrêter et casser tous ses biens juste pour le plaisir de vous venger? Est-ce que se venger fait partie de la loi ivoirienne? Est-ce que les policiers ou les gendarmes ont-ils le droit de se faire justice sous prétexte qu'on aurait critiqué leur corps? Non. Que dit la loi? Est-ce que la loi autorise qu'on casse le bien d'autrui quand on vient l'arrêter? Non. Quelqu'un qui n'a pas reçu une convocation, quand vous venez chez lui, il n'est pas obligé de l'ouvrir. Il n'est pas obligé d'ouvrir sa porte parce qu'il n'a pas reçu de convocation. S'il avait reçu une convocation et qu'il refusait de se rendre, vous pourrez prendre ce prétexte-là. Vous venez démolir sa maison. Mais n'ayant pas reçu de convocation, ça peut être des braquages, ça peut être des voleurs. Dans un pays où on braque à plein jour des motos, mais ce n'est pas quelqu'un comme lui qui n'a pas sa bouche, sa langue dans sa poche, que les gens ne vont pas venir braquer en plein dans la nuit. Mais hélas, vous avez fait fi de tout ça. Comme si, dans l'armée ivoirienne aujourd'hui, tout le monde est du là et que les gens sont tellement illettrés qu'ils ne respectent plus la loi. Parce qu'en temps normal, que tu sois à l'école de police ou gendarmerie, il y a des mois, des semaines où on vous enseigne le droit. C'est-à-dire que vous passez plus le temps à étudier le droit que à partir en formation. Mais comme ils ont pris les nyambros, les volets, les cordonniers, quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, on l'a mis là parce que c'était un rebelle, parce qu'il a aidé les Ouattara là, à cacher les armes. Bon, il est dans l'armée là. Comment vous voulez que lui là, il puisse étudier, comprendre les différents tests que disent nos constitutions? Il ne peut pas le faire, il ne sait pas lire. Donc ces gens de personnes là, on les met à la tête des encagoulés. Il ne sait pas lire, il n'a pas appris le droit. Donc tout ce que nous on dit là, ça rentre ici, ça sort là-bas. Tant qu'il peut faire souffrir cette personne-là, ça peut les réjouir. Mais vous n'avez pas encore gagné ce combat-là. Parce que le guide président Laurent Gbagbo, il était hors du pays pendant plus de 10 ans et vous n'avez pas gagné ce combat-là. Il est revenu encore, vous ne pouvez pas gagner ce combat-là. Et chaque jour qui passe, vous perdez en popularité. Chaque jour qui passe. Regardez, je vous dis encore, la fête de l'indépendance comparée à la fête de la renaissance du guide président Laurent Gbagbo, tout Ouassakara, je dis bien tout Ouassakara, il y avait du monde jusqu'à Siporès. C'est ça. Quand on dit quelqu'un est aimé là, c'est ça qui est là. Quand on dit qu'il y a une fête là, c'est ça qui est là. Regardez à Beauville, les gens étaient dans des champs de manioc alors qu'ils ont pris plus d'1 hectare. Vous ne pouvez pas concurrencer. Vous n'êtes rien. Voilà. Je dis encore aux Ivoiriens, tant que vous allez continuer à résister comme ça, ils continueront toujours à souffrir parce qu'ils sont au pouvoir. Ils ont tout, mais ils sont malheureux quand ils rentrent chez eux. Parce que quand ils voient nos commentaires, quand ils voient nos vidéos, quand ils voient comment les gens commentent, ils sont malheureux. Parce que les enfants aussi sont dans les commentaires, en train de défendre leurs parents, la médiocrité de leurs parents. Mais l'être humain, peu importe qu'il soit sauvage, idiot, RDR, mouton ou je ne sais quoi, il a une conscience
Et les enfants de ces gens-là, ils ont une conscience. Voilà pourquoi, même quand ils défendent leurs parents, ils savent au fond d'eux que les parents ont tort. Ils savent qu'il y a une injustice vraie. Voilà pourquoi ceux qui les défendent, la majorité, ce sont des gens qui ont besoin de papier. Quelqu'un qui a besoin de papier, il faut qu'il défende le RDR pour qu'il puisse avoir la nationalité ivoirienne. Mais bon, c'est quoi qui a commencé qui n'est pas fini? Tout ce qui commence a une fin. On ne sait pas comment, mais ça va venir. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, excusez-moi, hein, les autorités là. C'est à la pédiatrie de Toumoudi. Pédiatrie de Toumoudi. Pardonnez, relayez ça. Même si ça doit arriver au ministère là, ça n'a qu'à arriver au ministère. Voilà. Quand ils viennent là, elles sont dedans là-bas, elles sont couchées, elles sont en train de dormir. Elles dorment juste du matin jusqu'au soir. Elles sont dedans là-bas. Elles ne travaillent pas, c'est à Toumoudi. Si vous devez relayer là, relayez. Le ministre même n'a qu'à voir ça là. Les voilà qui sont là, c'est à Toumoudi. Voilà. Voilà, c'est l'établissement de Toumoudi qui est là. Voilà ça. Quand ils viennent, ils ne travaillent pas, hein. Quand ils viennent, ils ne travaillent pas. Ils sont couchés dedans là-bas. Ils sont couchés en train de dormir. Après, à la fin du mois, c'est pour aller réclamer salaire. Ils sont dedans là-bas. J'ai envoyé mon enfant depuis 5 h du matin. On dit elle est couchée en train de dormir. Elle s'en fout. Ah, les amis, vous voyez, hein, vous voyez, on a commencé à s'habituer. Quand vous faites vos vidéos sous émotion, après vous avez donné un pardon pour dire que non, vous n'étiez pas informé. Mais comme nous sommes dans un monde où la vérité dérange, est-ce que ça vaut la peine maintenant de dénoncer? Moi, je vous encourage toujours à dénoncer. Faites vos vidéos. Ceux qui ne font pas leur boulot là, devant Dieu, devant les hommes, nous serons témoins qu'à la pédiatrie de tout le monde dit là, les femmes dorment du matin jusqu'au soir. Elle n'a pas de travail. Elle travaille une seule fois là. Ça, là, va passer la vidéo où le gars disait que ils sont venus matin, le docteur n'est pas arrivé, le docteur n'est pas là, peut-être aller dans nos cliniques. Mais à l'intérieur, là, il n'y a pas assez de boulot. Et comme il n'y a pas assez de boulot, souvent, ils ont une habitude qui reste en eux. C'est-à-dire que tu viens pas de boulot, boum. Donc, la personne vient à 5 h, tu n'es pas habitué à avoir des clients à 5 h. Mais ce qui est bizarre, c'est que ils ont prêté serment. Ils sont à l'image du pays. C'est-à-dire que le pays, tous ceux qui ont prêté serment ne respectent pas les serments. Je pense qu'à l'avenir, on va vraiment prêter serment sur des fétiches. Sur des fétiches. Si tu ne prêtes pas serment sur fétiche, tu ne peux plus être président en Afrique. Et si tu es médecin, tu dois prêter serment sur fétiche. Là, comme ça, ton serment, là, c'est entre toi et le fétiche. Et devant Dieu, tu dois savoir que ce serment que tu viens de prêter sur le fétiche, là, si tu ne respectes pas, on ne va pas te dire. C'est la divinité sur laquelle même toi-même tu as prêté serment là. C'est elle-même qui a réclamé son Dieu. Comme elle n'oublie pas, elle est au rendez-vous. C'est ça qui va faire que nos différents services, là, les gens vont aller au travail pour le salaire pour lequel ils sont payés. Si une fois tu as mis ton pied au travail et que tu sais que tu es venu au travail pour faire quelque chose, tu vas faire ça. Maintenant, si nous sommes dans un monde où les gens prennent serment sur la Bible et qu'eux-mêmes ils savent que même s'ils ne respectent pas, ça ne va rien créer, mais c'est comme ça va toujours continuer. Regardez Alassane Draman Ouattara. Il a prêté serment 4 fois. Les 2 premiers, il a prêté sur la Bible. Maintenant, les 2 derniers, là, il a prêté sur un livre, comment on dit, une tablette, une pancarte ou bien je ne sais pas quoi. Parce que ça n'aurait pas respecté la religion elle-même sur laquelle il prête serment là. Mais si c'était celui qui avait prêté serment sur un fétiche quelconque, depuis que on est en train de dire il a déjà là, c'est depuis la fin du 2e mandat, depuis qu'il a dit qu'il va être candidat, parce que, je ne sais pas, quelqu'un est décédé là. Depuis ce jour-là, sa bouche allait se tordre davantage, ses yeux allaient se fermer davantage, et puis on allait l'envoyer au paradis très très rapidement. Mais depuis que les gens peuvent se permettre d'utiliser des religions importées pour distraire la population, ils le font en toute impunité. Ce monsieur-là, il a mal. Il a mal. Il ne fait pas ça pour faire le buzz. Parce que nous savons tous les conséquences de chaque vidéo que nous faisons. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que si quelque chose arrive après avoir fait une vidéo, qui n'était pas informé. Non. Que ce soit le pasteur David, il savait, il le sait.
Mais nous ne pouvons pas empêcher ces personnes-là de se comporter comme ça. Mais eux aussi n'ont pas le droit de nous empêcher de dire ce que nous pensons. C'est un combat de titans. C'est David comme Goliath, comme les chrétiens le disent. Mais nous, on ne va pas abandonner ce combat-là. On ne va pas le faire. On ne va pas leur dérouler le tapis rouge. On va s'opposer à eux. De toutes les façons, ils ne pourront pas diriger ce pays-là sans nous. Il faut qu'on se dise. Ils vont remplir les prisons. Ça ne va pas changer. Il y aura toujours des gens qui vont dénoncer. Aujourd'hui, là, le camarade Steve Biko, vous l'avez mis en prison. Combien aujourd'hui vous voyez encore sur la toile? Des dizaines de milliers. Combien de personnes aujourd'hui sont encore revenues plus pimpants que le camarade Steve Biko? Combien? Vous ne savez même pas, vous ne connaissez pas. L'Ivoirien qui est là a horreur d'une chose, c'est l'injustice. S'il a pris sa caméra pour montrer votre enceinte, c'est parce qu'il sait très bien que ce qui se passe là, ce n'est pas bien. Et cette injustice, il ne peut pas fermer sa bouche, fermer ses yeux, faire comme s'il ne savait pas, parce que c'est la vie de son enfant qui est là-bas. Il dit ça pour que demain, là, vos patrons puissent appeler là-bas, pour tirer un peu vos oreilles, pour qu'après demain, là, si quelqu'un vient même à 1 h du matin, 2 h, vous allez vous réveiller pour aller aider la personne. Parce que si on dit que tu es de garde, c'est-à-dire que tu es de garde, parce qu'après ta garde, tu vas descendre pour aller dormir. Et c'est comme ça. Maintenant, si tu trouves que tu ne veux pas prendre les gardes la nuit, mais tu règles ça avec ton patron. Si c'est Dieu, tu vas lui donner. Si c'est, je ne sais pas, tu vas lui donner quoi? Mais donne-lui, mais en tout cas, arrange-toi. Si on te met des services la nuit, fais ton travail la nuit. On dit que tu es de garde. La personne vient 1 h, 2 h, 3 h, 5 h. Tu es de garde. Toi, là, ton travail ce jour-là, tu travailles la nuit. Donc, si les gens voient les enfants, si l'enfant allait bien, là, lui va se déplacer pour venir à l'hôpital pour faire quoi? Il est fou bien. Si l'enfant se portait bien, Jean-Lui va laisser son domicile pour venir dormir à l'hôpital à 3 h du matin? Non. Mais quand vous le voyez là, quelle heure il fait? C'est plus 3 h du matin, il fait déjà jour. Mais c'est-à-dire que la nuit, jusqu'à ce qu'il fasse jour, 6 h, 8 h, vous n'avez pas bougé d'un iota. Vous êtes resté là, vous n'avez pas touché l'enfant. Et lui, son cœur bat. Parce que ton enfant, c'est toute ta vie. Un enfant, c'est une bénédiction. Un enfant, surtout en Afrique, c'est même en Europe ici. L'enfant même qui n'est même pas pour toi, tu n'as pas qu'à de toucher à ça. À plus forte raison, ton enfant, tu vas l'envoyer à l'hôpital. Et puis un médecin va négliger l'enfant là. Peut-être, tu ne vas plus jamais exercer dans cet endroit-là. Si le monsieur perd son enfant, tu ne vas plus exercer là-bas. Peut-être qu'ils vont te cacher pour t'envoyer dans une autre ville. Mais tu ne vas plus exercer là-bas. Parce que quand vous faites vos formations là, vous ne faites pas pour venir prendre des salaires. Si vous voulez prendre des salaires, vous savez, dans la médecine, là, il y a plein de postes bureaucratiques là-bas. Il y a un secrétariat, je ne sais pas, remplir les médicaments dans les pharmacies, aller dans les laboratoires, saisir. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses à faire. Mais si vous décidez de travailler pour les hommes, guérir les hommes, soigner les hommes, prendre soin des hommes, c'est de savoir comment dompter les gens, comment accueillir les gens, comment pouvoir parler aux gens pour que ces personnes dans leur cœur puissent être apaisées. Il n'a pas le niveau de connaissance que vous avez. Donc la seule chose que lui il a besoin là, c'est qu'il soit rassuré. La seule chose dont lui il a besoin pour que lui puisse s'asseoir tranquillement, attendre là, c'est que vous lui dites, votre enfant là, ça va, il ne va pas déjà, il est en bonne santé. Asseyez-vous. Je vais l'examiner. Mais le gars vient à 3 h du matin. Jusqu'à dans la journée, vous n'avez pas encore touché à son enfant. Le gars vient à 3 h du matin. Jusqu'à l'heure, là, 9 h bien, je ne sais pas quel effet là. Vous n'avez pas encore touché à son enfant. Mais vous ne lui dites rien. Parce qu'il n'a pas l'information. Si vous l'avez convaincu, à se rassurer que non, asseyez-vous, l'enfant va bien, voici. Mais c'est un père. Si on lui dit que son enfant va bien, il va se calmer, il n'est pas con. On lui dit ton enfant va bien, il va prendre caméra. Oui, vous voyez. Non, il ne peut pas le faire. Donc nous savons que ce monsieur-là, actuellement, là, c'est la peur qui fait qu'il est en train de faire cette vidéo-là. De grâce, faites votre boulot. Faites votre boulot. Si vous ne pouvez pas, démissionnez. Prenez votre salaire, je ne sais pas, de 800 000, 400 000 là même. Venez en Europe, vous allez laver les vieilles femmes ici.
Ici, là, tous ceux qui sont venus là, c'est ça ils font. Prenez ça, venez. Si c'est ça qui vous intéresse, dans le cas contraire, soignez nos parents de grâce. Protégez l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ouattara ne peut pas maltraiter les parents. Et vous aussi, à vos petits niveaux, là, vous allez encore maltraiter les enfants. Vraiment, revoyez ça. Hôpital pédiatrique de Toumoudi, pardonnez, Siancé. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.